On va écouter Alexis Lucier qui va nous parler de Plus loin dans l'abîme avec les Marx Brothers, Antonin Artaud et le passage au néant de l'image cinématographique. Donc Alexis Lucier est professeur titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et directeur du laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les sentiments hostiles. Au carrefour de la littérature, de la psychanalyse et de la philosophie, ses travaux portent sur le regard et les images dans l'optique de la littérature et du cinéma, sur les relations entre littérature et perversion, scènes d'écriture et scènes fantasmatiques, angoisse et obsession. Ces travaux sont publiés dans différentes revues spécialisées de psychanalyse, dont entre autres Savoir et clinique, Essaim ou Le Coq Héron. Il est l'auteur d'un essai sur le problème des images de cinéma dans l'œuvre de Jean Genet, intitulé L'obscur objet d'un film, paru aux éditions de l'Extrême Contemporain en 2022. Et j'ai grand plaisir de tout de suite lui passer la parole. Merci beaucoup Michel. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous parler de Freud, de Artaud et Lacan. Il sera question de Das Ding, encore une fois. Alors, deux remarques de Freud vont tout d'abord me servir de guide. La première ne porte pas sur le cinéma, mais elle est significative pour moi. C'est une remarque qui s'inscrit dans les rapports que Freud entretenait avec la musique, lorsqu'il avouait dans le Moïse de Michel-Ange qu'il se savait incapable d'apprécier la musique parce qu'il se disait inapte à la jouissance ou au plaisir musical. Je cite le passage, qui est un passage assez connu. Freud écrit « Une disposition rationaliste ou peut-être analytique regimbe alors en moi, refusant que je puisse être pris sans en même temps savoir pourquoi je le suis et ce qui me prend ainsi. » La musique peut donc nous prendre et nous saisir, là où Freud s'avoue impuissant à saisir ce qui le prend, ce qui l'affecte au fond dans l'œuvre d'art musical. Il faudrait d'ailleurs se pencher un peu plus sur cette remarque qui est tout de même intéressante et un peu étonnante en lui opposant l'analyse de Theodor Reik, qui a été, je le rappelle, un des tout premiers psychanalystes dans l'entourage de Freud, membre de la Société psychanalytique de Vienne dès 1911, et qui a entrepris un jour de saisir l'effet sur lui des premières mesures du chœur dans le dernier mouvement de la deuxième symphonie de Mahler. Reich s'est livré à une analyse extrêmement précise. Reich est un analyste très très précis lorsqu'il s'analyse lui-même. Et donc il se livre à une analyse d'un motif musical qu'il décrivait alors comme un chant intérieur, une vision musicale qui le hantait, disait-il, à la manière d'un message mystérieux formulé dans une langue étrangère. Reich, autrement dit, a su traverser ce que Freud hésitait à faire, c'est-à-dire rendre compte d'une analyse du sentiment musical, alors qu'il allait plutôt, Freud, s'affronter au silence de la sculpture de Michel-Ange, la colère silencieuse, le courroux sans mots du personnage de Moïse. Alors, l'ouvrage de Reich auquel je fais référence s'intitule « Variations psychanalytiques sur un thème de Gustave Mahler ». C'est introuvable aujourd'hui, mais je vous en recommande la lecture. La remarque de Freud, donc, à propos de la musique, est tout à fait significative dans un texte qui cherche précisément à déplier l'analyse d'une fascination muette, tout d'abord, vis-à-vis du Moïse, où l'analyse de l'œuvre d'art trouve une issue dans la relecture des textes sacrés. Or, c'est un fait que bien souvent l'analyse de la vie affective de Freud passe par l'analyse du regard, comme le démontre aussi bien son texte sur l'inquiétante étrangeté, qui relève pour l'essentiel d'une inquiétante étrangeté visuelle, là où quelque chose dans le regard échappe à la raison et revient au sujet comme une ponctuation affective angoissante. Voilà pour la première remarque de Freud concernant son rapport à la musique. Au fond de la vie de Freud, l'analyse n'a pas de prise sur la musique parce que la musique est suspecte de produire une sorte de capture affective que Freud s'avoue incapable de démêler ou qu'il hésite à démêler. L'autre remarque que j'aimerais relever maintenant concerne les rapports que Freud a entretenus avec le cinéma. En 1907, lors d'un voyage à Rome, Freud est tombé sous le charme de l'invention du cinéma qui, à l'époque, se donnait encore comme une curiosité de la technique moderne, une attraction magique qu'on présentait dans les foires et les kermesses. Sur la Piazza Colonna à Rome, Freud décrit dans une lettre à ses enfants des vues projetées qui étaient en fait des images de réclame intercalées. Entre deux images, on présente, écrit Freud, des courts-métrages cinématographiques
c'est une citation de la lettre de Freud, grâce auquel les grands enfants supportent patiemment les réclames et les photos monotones. Dans cette lettre, Freud met en contexte et met en scène son propre regard, de la même manière qu'il va mettre son regard en contexte et en scène au début du Moïse de Michel-Ange, quelques années plus tard. D'ailleurs, les deux textes, les deux récits, au fond, sont très proches, mais ils sont aussi mutuellement opposés d'une certaine manière. Dans le Moïse de Michel-Ange, c'est encore le récit d'une fascination qui ouvre le texte de Freud, une capture visuelle qui est aussi une fascination pour l'énigme que représente l'image du Moïse, un mystère qui est en quelque sorte le point en négatif, le trou dans le savoir de Freud sur ce qui le regarde devant l'œuvre d'art. En 1907, dans la lettre à ses enfants, à propos des projections qu'il a vues à Rome, où Freud se décrit comme un spectateur fasciné qui découvre le cinéma pour la première fois, il n'y a pas d'énigme, pas de mystère, simplement le récit d'une fascination pour les images mécanisées et dont il préférait s'éloigner avant de revenir à l'hôtel pour écrire à ses enfants. Je cite un court passage de la lettre. « Lorsque je fais demi-tour pour m'en aller, une certaine tension dans la foule me met en éveil et me fait regarder à nouveau l'écran. En effet, une nouvelle séance a commencé et je demeure encore pour la voir. D'ordinaire, je demeure sous le charme jusqu'à 9 heures. Je ressens alors ma trop grande solitude au milieu de la cohue et je rentre à l'hôtel pour vous écrire. » Cette lettre-là n'est pas extrêmement connue, mais le Moïse de Michel-Ange est un texte très connu. Alors pour ceux qui ont le Moïse de Michel-Ange en tête, c'est une scène similaire qui est décrite au début du texte. La place publique, la cohue, la populace et Freud qui cherche à sortir de la fascination pour, je dirais, désenlacer son regard de l'image, mais aussi pour s'isoler comme un spectateur solitaire au milieu de la foule. Il est possible que devant les vues projetées pour une cohue de spectateurs fascinés, le fait que tout cela s'imposait à lui comme une curiosité de la technique au service de la propagande publicitaire, parce qu'au fond, c'est des images de publicité, il est possible donc que cet aspect du cinéma ait retenu Freud lorsqu'en 1925, il a refusé catégoriquement de participer à l'écriture d'un scénario de film censé représenter la psychanalyse à l'écran. Cette histoire est assez connue, je pense, suite à l'invitation de Karl Abraham, qui était décidé à se joindre au projet avec Hans Sachs. Freud refuse immédiatement de donner son accord, disait-il, à quelque chose d'insipide. Il venait d'ailleurs tout juste de refuser de s'associer au scénario du film américain Antoine et Cléopâtre, malgré l'insistance du producteur Samuel Goldwyn, qui a fait le voyage jusqu'à Vienne pour essayer de le convaincre de se joindre au projet, sous prétexte que Freud était réputé pour être un spécialiste de l'amour. C'est comme ça que Goldwyn le décrit. Il lui offre 100 000 $ pour se joindre au projet, ce qui était quand même en 1925 toute une somme. Or, Freud a tout de suite refusé, sous prétexte qu'un film d'amour, comme devait l'être Antoine et Cléopâtre, n'était jamais qu'une représentation plastique, c'est-à-dire une représentation sans grand intérêt parce que trop proche des effets imaginaires de la séduction amoureuse. Soit dit en passant, Lacan va aussi insister des années plus tard sur cette dimension propre au cinéma qui, aux yeux de Lacan, définit en grande partie l'image cinématographique qu'il associait à la muse Polymnie. C'est la muse de l'érotisme vulgaire. Lacan revient à 3 ou 4 reprises dans différents séminaires sur cette définition-là du cinéma. Freud donc a refusé de se joindre au projet d'un film sur la psychanalyse. Un film muet qui a été néanmoins réalisé par Georges Wilhelm Pabst sous le titre « Les mystères d'une âme », sorti l'année suivante, en 1926, avec la collaboration de Karl Abraham et Hans Sachs, qui ont contribué à l'écriture du scénario, malgré les réticences réitérées de Freud. Si au regard de Freud, le cinéma ne pouvait que participer à une forme de propagande, faire œuvre de réclame, bref, compromettre la psychanalyse en lui donnant une image faite pour convaincre, séduire, je rappelle que Georges Wilhelm Pabst est devenu peu après, dans les années 30, l'un des cinéastes les plus influents de la République de Weimar et qu'une grande partie des films qu'il a réalisés quelques années après étaient mis au service de la propagande. Et je pense que de la part de Freud, il y avait peut-être du flair, il y avait peut-être une intuition de ce côté-là. Il demeure que les résistances de Freud à propos du cinéma s'appuient aussi sur un argument théorique qui s'inscrit en contrepoint dans l'histoire d'une certaine vision du cinéma. À propos des mystères d'une âme de Georges Wilhelm Pabst, que Freud, je pense, a même refusé de voir, il a répondu à Karl Abraham qu'il ne croyait pas possible que le cinéma puisse faire des abstractions de la psychanalyse une représentation plastique.
Cet argument que Freud a défendu comme étant sa principale objection au projet s'opposait en réalité à ceux qui ont défendu l'art du cinéma avec l'idée exactement contraire, à la même époque, en faisant valoir l'idée que le cinéma pouvait montrer et même reproduire le fonctionnement même de la pensée, c'est-à-dire que le cinéma était lui-même une pensée en acte, une idée qu'on retrouve par exemple chez Eisenstein ou Abel Gans, mais aussi exactement à la même époque chez Antonin Artaud, dont je vais bientôt parler. L'idée que je voudrais mettre en place dans un premier temps, c'est que les représentations plastiques dont parle Freud dépendaient trop des mécanismes de la parole et du langage pour qu'un film muet, comme l'a été Les Mystères d'une âme, puisse convaincre Freud de la justesse de la représentation cinématographique. Le cinéma n'était que plastique, c'est-à-dire que visuel. Je vous rappelle qu'au moment où Freud répondait à Karl Abraham, le cinéma parlant n'avait pas encore fait son apparition. On est tout juste avant l'apparition du cinéma parlant. Après tout, si l'analyse pouvait avoir prise sur l'œuvre du Moïse de Michel-Ange, œuvre silencieuse, muette justement, c'est parce que l'analyse du regard était indissociable de la lecture des textes, que ce soit les textes bibliques ou l'ensemble des textes des spécialistes de l'histoire de l'art qui ont précédé Freud devant le Moïse de Michel-Ange et qui forment l'objet même de l'analyse freudienne, c'est-à-dire le matériau même de l'analyse freudienne, qui revient ensuite, mais seulement ensuite, à l'analyse d'une fascination affective et visuelle. Autrement dit, pas de psychanalyse sans le texte ou la parole, sans la possibilité d'un discours verbalisé. Pas de psychanalyse sans pouvoir tirer le fil d'une pensée qui ne se présente que sous la forme d'une écriture. Tout se passe alors comme si le cinéma muet était imperméable à la psychanalyse, de la même façon que la psychanalyse de la vie de Freud ne pouvait avoir de prise sur la musique, exception faite peut-être pour l'opéra. On sait par sa correspondance qu'il avait vu l'opéra Carmen à Rome la veille des projections sur la Piazza Colonna. D'un côté, donc, la fascination musicale qui nous prend, mais qui s'avère impossible à démêler. D'un autre côté, la fascination par l'image de cinéma qui ne serait que rythme, mouvement, mais surtout une représentation plastique d'où la parole est exclue. Évidemment, on sait depuis longtemps maintenant que l'image cinématographique est aussi structurée par le langage, mais ça, je ne suis pas sûr que Freud le voyait, et je ne suis pas sûr qu'il avait les moyens théoriques et une connaissance du cinéma pour le comprendre. Donc, la position résolument iconoclaste de Freud, j'entends par là une position qui refuse de donner préséance à l'image, s'inscrit à l'opposé de la vision promue par Artaud, pratiquement au même moment, quelques mois à peine après la sortie des Mystères d'une âme, mais tout juste avant qu'il ne rompe lui-même, Artaud, avec l'idée du cinéma, au moment où le cinéma muet cédait progressivement la place au cinéma parlant. Pour Artaud, comme d'autres de ses contemporains, le cinéma muet a été le seul cinéma. Le seul à pouvoir porter l'idée du cinéma en tant qu'art, et surtout en tant qu'art de la pensée. C'est-à-dire, si on revient aux définitions de l'art que Artaud envisageait, un art capable de soutenir l'interdépendance entre la pensée et la matière, par exemple, qui est une question de tous les instants chez Artaud, et qui n'est pas, lorsqu'on y pense, tout à fait étrangère à Freud, lorsque Artaud évoque, par exemple, dans le théâtre Alfred Jarry, les forces qui dorment derrière les formes. Les forces qui dorment derrière les formes, ça, Freud, ça l'intéressait. À certains égards, il y a des rapprochements qu'on peut faire à cette différence près qu'Artaud a rêvé d'un cinéma qui ne serait ni abstrait, ni psychologique, mais tout entier débarrassé de la parole, libéré de la raison, du langage, de la signification. Ce sont les termes mêmes qui sont utilisés par Artaud. Artaud écrit dans un de ses textes sur le cinéma, « On en est à rechercher un film à situation purement visuelle et dont le drame découlerait d'un heurt fait pour les yeux, pris, si l'on ose dire, dans la substance même du regard et ne provenant pas de circonvolutions psychologiques d'essence discursive qui ne sont que du texte visuellement traduit. » Cependant, encore fallait-il à Artaud protéger le cinéma muet de ce que j'appellerais l'impureté du cinéma parlant. Artaud écrit sur le cinéma entre 27 et 33. Le cinéma, durant cette période et progressivement jusqu'à 1933, le cinéma pour lui déraisonne, le cinéma s'égare, il perd de vue ce qu'il rendait possible.
À ses yeux, le cinéma parlant est une sottise, une absurdité, la négation même du cinéma, écrit Artaud. Alors cette idée, il la maintient rigoureusement jusqu'en 1933, alors qu'il fait paraître un texte un peu étrange, intitulé « La vieillesse précoce du cinéma ». Pour Artaud, en 1933, le cinéma s'est déjà terminé, c'est un art vieillissant. Donc un texte dans lequel Artaud désavoue finalement tout le cinéma, après en avoir assuré la défense pour ce qui est du cinéma muet. Or ce texte est capital, je rappelle que Deleuze lui accorde une grande importance dans l'image-temps, en particulier au chapitre 7 sur la pensée et le cinéma. Artaud occupe une place absolument centrale dans l'image-temps pour Deleuze, et où Artaud occupe une place signifiante par rapport notamment à Eisenstein. C'est-à-dire que Deleuze montre que d'abord Artaud semble aller plutôt dans le sens d'Eisenstein, l'image qui suscite la pensée, qui est l'image pensée, et finalement Deleuze finit par opposer Artaud et Eisenstein. En tout cas, c'est dans ce texte où Artaud refuse tout d'un bloc le cinéma. C'est dans ce texte où il désavoue tous les espoirs du cinéma pour cesser définitivement de s'y intéresser. Donc, en même temps, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi dans ce texte qu'il produit une des réflexions les plus fines et les plus complexes et exigeantes à propos du cinéma. Son texte le plus intéressant sur le cinéma, c'est le texte où il rejette le cinéma. Alors il s'agit dans ce texte-là, dit Artaud, de décrire le cinéma en lui-même au moment où il entre en contact avec le réel. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Essentiellement, Artaud reproche au cinéma de ne pouvoir qu'entrer en contact avec le réel que sous la forme de ce qu'il appelle une mécanique arbitraire. Artaud parle alors des lois internes de la machine qui imposent un ordre et une rationalisation de la vie et fait retomber la vision même de ce que le cinéma aurait pu être en dessous, dit Artaud, des lois et des structures de la pensée. C'est un texte qui est très, très complexe. Et je ne suis pas sûr que Deleuze l'a si bien lu que ça. C'est un texte vraiment avec une logique très, très particulière. Pour le dire rapidement, le cinéma, même muet, n'a pas réussi à échapper au langage. L'inscription même des images sur la pellicule est encore une inscription. Et bien que le cinéma, écrit Artaud, n'a pas besoin d'un langage, d'une convention quelconque, je cite, « Les élucidations de la parole arrêtent la poésie inconsciente et spontanée des images ». Ce qu'Artaud, dans ce même texte, appelle, c'est quand même un signifiant extraordinaire, le coup d'arrêt de la parole. Le cinéma impose le coup d'arrêt de la parole, y compris le cinéma muet. Quand je cite toujours Artaud, l'illustration et le parachèvement du sens d'une image par la parole montrent les limites du cinéma. Si pour Freud, la parole sur laquelle s'appuie l'analyse est ce qui permet de s'arracher à la fascination des images, on peut dire que du côté d'Artaud, c'est la parole, mais aussi tout ce qui contribue à donner aux choses une valeur de signification, le terme est dans Artaud, une valeur de signification. C'est la parole donc qui échoue à rendre compte du réel, comme si le langage, l'arbitraire et même les lois et les structures de la pensée faisaient barrière à cette rencontre. Donc au fond, même le cinéma muet va faire barrière, parce qu'au fond, on est déjà dans quelque chose qui est de l'ordre de la loi, la structure. De Freud à Artaud, on change de paradigme. Et c'est ce changement de paradigme que j'aimerais maintenant décrire et qui va nous conduire de Freud à Lacan. J'aimerais isoler chez Lacan deux références au cinéma qui me semblent assez intéressantes et qu'on peut mettre en résonance avec la réflexion menée par Artaud à propos du cinéma. La première apparaît deux fois chez Lacan. D'abord, dans le séminaire de 59-60, l'éthique de la psychanalyse, plus tard dans le séminaire de 62-63 sur l'angoisse. Par deux fois, Lacan renvoie à la scène finale du film de Fellini, La Dolce Vita, où on voit à la fin du film un groupe de jeunes gens qui tirent un grand poisson mort sur la plage. C'est-à-dire, dit Lacan, je ne sais quoi de dégueulasse qu'on extrait de la mer avec un filet. Cette image, et notamment, donc il y a un gros plan sur le regard inerte du poisson mort. Cette image donc revient à la fin du séminaire sur l'angoisse pour illustrer la chose qui nous regarde. Alors c'est la chose d'Asding.
la chose qui nous regarde, mais d'un lieu aveugle et impénétrable, un point de regard qui fonctionne en même temps comme un plus de regard. Lacan met alors l'accent sur l'œil inerte de la chose marine que les pêcheurs sont en train de faire émerger. Voilà, dit Lacan, ce par quoi nous sommes le plus regardés et qui montre comment l'angoisse émerge dans la vision. Ce qui m'intéresse ici, c'est la place qui est occupée à ce moment-là par l'image cinématographique elle-même. Une image de cinéma que on dirait située précisément au seuil de ce que Lacan a appelé la chose, das Ding en allemand. Je rappelle que Lacan fait un usage un peu particulier du concept de la chose pour désigner, je résume rapidement, on en a déjà parlé aujourd'hui, mais Lacan désigne par là ce qui relève d'une extériorité tout autre, potentiellement du côté d'un plus grand bien, mais aussi potentiellement hostile, c'est l'un et l'autre. La chose, c'est aussi le lieu présumé de la jouissance, mais d'une jouissance au-delà du plaisir, et le lieu, en même temps, d'une menace qui regarde le sujet, d'où l'articulation de la chose à la question de l'angoisse. C'est ce qui est impliqué dans la phrase complète de Lacan que je viens de citer, mais je ne l'ai pas citée au complet, je vous la cite au complet maintenant. Lorsqu'il dit que du lieu de ce regard, l'angoisse émerge dans la vision au lieu du désir que commande A, c'est-à-dire l'objet A. C'est-à-dire l'objet cause du désir et qui apparaît ici sur son versant non pas de désir, mais angoissant, résiduel, mort, parce qu'il se trouve articulé à la chose qui est aussi un vide, comme on disait tout à l'heure, quelque chose de tout à fait néantisant pour le sujet. La seconde référence au cinéma dont j'aimerais parler se trouve aussi dans le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, qui est le séminaire, comme vous le savez, où le concept de chose émerge chez Lacan, qui est articulé à une relecture de l'Entwurf, de l'esquisse d'une psychologie scientifique. Le concept de chose vient de cette lecture-là. La seconde référence au cinéma, je reviens à ce que je disais, se situe aussi dans l'éthique de la psychanalyse. Et bizarrement, elle concerne une fois encore l'articulation du cinéma au vide de la chose. Mais cette fois-ci, disons que le sentiment du vide, l'intuition du néant par la chose, passe par l'objet de la voix absente, par le mutisme du personnage de Harpo Marx dans les films comiques des Marx Brothers. Lacan donc définit ici la chose comme chose muette. Je vous cite le passage en question qui est assez savoureux quand même. « Il n'est que d'évoquer une figure qui sera vivante pour tout un chacun d'entre vous, celle du terrible muet des 4 Marx Brothers, Harpo. Y a-t-il rien qui puisse poser une question plus présente, plus pressante, plus prenante, plus chavirante, plus nauséeuse, plus faite pour jeter dans l'abîme et le néant tout ce qui se passe devant lui, que la figure marquée de ce sourire dont on ne sait si c'est celui de la plus extrême perversité ou de la niaiserie la plus complète, d'Harpo Marx. Ce muet à lui tout seul suffit à supporter l'atmosphère de mise en question et d'anéantissement radical qui fait la trame de la formidable farce des Marx et du jeu de jokes non discontinus qui donne toute la valeur de leur exercice. » Fin du passage. Le cinéma n'est plus là seulement situé au seuil de la chose en tant que la chose nous regarde, du lieu même où l'image du poisson mort fait exister un point de regard, entendons point de regard dans le sens de pas de regard aussi, mais c'est aussi un point au sens d'une ponctuation qui fait exister le regard du lieu de son absence impénétrable. Mais le cinéma peut aussi se situer au seuil de la chose en tant que la chose oppose un point de mot, un mutisme, ce qui est autre chose, évidemment, qu'une absence de réponse. Chose étonnante, dans les dernières pages du Théâtre et son double, Artaud a inséré 2 notes, dont l'une datée de 1932 est consacrée au cinéma des Marx Brothers. Animal Crackers, réalisé par Victor Herrmann, et Monkey Business de Norman MacLeod. 2 films parlants. C'est pour ça que c'est un peu étonnant de retrouver un texte où Artaud va défendre le cinéma des Marx Brothers à la fin du Théâtre et son double, après avoir pratiquement évacué le cinéma du monde de l'art. 2 films parlants, donc souvent bavards, sonores en tout cas, et même bruyants. Et qu'Artaud va littéralement porter très très haut comme 2 réalisations extraordinaires dont l'originalité est de son propre avis
puissante, totale, définitive, absolue. Pourquoi? Parce que le cinéma des frères Marx, qui n'est pas de l'ordre du cinéma muet, fait déraisonner l'ordre du monde et les lois de la parole. C'est que le cinéma et l'humour des Marx Brothers viennent se loger précisément à la frontière des écrits d'Artaud sur le cinéma et les écrits d'Artaud sur le théâtre de la cruauté. C'est-à-dire, pour aller vite, un cinéma capable de produire, disait Artaud, l'action magique du déchirement de la sensibilité. Il faut lire ensemble les deux textes, donc celui sur la vieillesse précoce du cinéma et le texte sur les frères Marx, pour découvrir qu'au fond, le cinéma des frères Marx n'est pas loin de réaliser quelque chose comme un cinéma de la cruauté, pour reprendre le titre d'un recueil de textes d'André Bazin que Truffaut avait réuni sous le titre « Le cinéma de la cruauté ». C'est-à-dire un cinéma qui puisse produire, comme l'écrit Artaud, une figure de néant, je cite, un cinéma qui puisse produire une figure de néant, un trou dans les apparences. Alors, il faut souligner combien est proche ce passage au néant de l'image cinématographique et ce qu'il dit à propos du cinéma des frères Marx, à savoir qu'il faut ajouter à l'humour d'un film comme Animal Crackers ou Monkey Business, je cite, la notion d'un quelque chose d'inquiétant et de tragique, d'une fatalité ni heureuse ni malheureuse, mais pénible à formuler, qui se glisserait derrière lui comme la révélation d'une maladie atroce sur un profil d'une absolue beauté. Que devient le cinéma dans ces conditions? Où place-t-on le cinéma par rapport à ce qu'il est censé atteindre au moment où le cinéma, dit Artaud, entre en contact avec le réel? À quel endroit du monde vivant le cinéma vient-il se loger pour Artaud? Mon hypothèse est qu'Artaud situe l'image cinématographique à la frontière, à la porte, sur le seuil de ce que Lacan nomme das Ding. C'est-à-dire là où quelque chose dans l'image cinématographique se déchire et produit l'inquiétude qui se manifeste sur son versant hors signifié. Je rappelle que c'est la définition aussi de la chose das Ding, d'être hors signifié. Alors je pense que c'est aussi ce qui était recherché par Artaud du côté du cinéma muet, qu'il fallait précisément sortir de l'ordre du langage et de la raison signifiante. C'est lorsque le cinéma, même muet, rejoint la fixité. Le mot se trouve dans le texte d'Artaud sur le cinéma. Art du mouvement, mais pour Artaud, c'est un art finalement de la fixité. La fixité d'une inscription sur la pellicule. Lorsque le cinéma se perd lui-même sous les lois et les structures de la pensée résonante, qu'il perd de vue ce que Lacan appelle la chose. Alors, das Ding, la chose, qu'est-ce que c'est aussi? C'est ce qui est en quelque sorte repoussé par l'effet de l'ordre symbolique qui trie, dit Lacan, qui tamise ce que Lacan appelle des morceaux choisis de la réalité. Artaud ne décrit pas le cinéma autrement. Pour Artaud, le cinéma, c'est des morceaux choisis de la réalité. Par conséquent, ça fait rater le réel. Ça fait manquer le contact avec la réalité ou avec le réel. La chose, c'est ce qui reste en dehors de ces morceaux choisis, qui sont déjà, une fois nommés, autre chose que la chose même. On n'est pas loin, me semble-t-il, de ce qu'Artaud dit du cinéma, quand pour lui, le cinéma, je cite, impose un ordre que l'œil reconnaît comme valable et qui répond à certaines habitudes extérieures de la mémoire et de l'esprit. Le cinéma, selon Artaud, choisit dans l'arbitraire je cite encore, des tronçons d'objets, des découpures d'aspects, des puzzles inachevés de choses, que le cinéma unit à jamais. Et c'est dans cette union qu'il y a un effet de tromperie pour Artaud. Or, si la chose se constitue comme étant le premier autre, l'autre absolu du sujet, dit Lacan, c'est-à-dire cette extériorité du monde de la réalité qui demeure à jamais hors signifié, la chose en tant que réalité muette se maintient en dehors de cet ordre artificiel qui est agencé par le signifiant. Et c'est Lacan qui parle ici de cette artificialité du signifiant, qui est quand même une expression pas courante chez lui. C'est justement, à mon avis, cette même artificialité, soulignée par Lacan, qu'Artaud désigne par les lois et les structures de la pensée, qui s'oppose à ce qu'il appelle, dans la vieillesse précoce du cinéma, la vie et l'émotion organique. Artaud ne défendait pas seulement le cinéma muet, il le défendait tant que le muet pouvait encore rendre possible cette émotion organique, le contact avec, disait-il, une vie occulte, une vie cachée, que l'ordre de la pensée en tant qu'ordre, en tant que structure, en tant que valeur de signification, rend opaque.
je vais conclure là-dessus. Chez Freud, en somme, le cinéma se définit de ne pas pouvoir montrer. Ce n'est pas le cinéma qui est impénétrable à la théorie psychanalytique, mais la théorie elle-même, l'écriture de l'appareil psychique, le fonctionnement de la pensée qui risque de ne pas passer à l'écran. Comme si le cinéma ne pouvait que faire perdre quelque chose à la pensée. Le cinéma pour Freud ne montre pas parce qu'au fond, il ne parle pas. À l'inverse, pour Artaud, c'est lorsque le cinéma parle qu'il ne montre plus. C'est lorsque le cinéma se réduit aux lois et à la structure de la pensée, à l'organisation logique du réel et de la signification, selon Artaud, qu'il empêche de voir quelque chose qui se situe en dehors de lui, autour de l'objectif, dit Artaud, et qui est irrémédiablement perdu une fois filmé. Avec Lacan, l'image cinématographique ne fait jamais autant exister le regard, il ne fait jamais autant exister la parole, la voix, que lorsqu'il nous place devant quelque chose d'aveugle ou quelque chose de muet, comme le muet dans les films des Marx. C'est lorsque le cinéma ne donne pas à voir, lorsqu'il ne donne pas à entendre qu'il est un art du regard et un art de la voix, justement. Mais encore, un art qui arrive au seuil du vide et du silence de la chose. Comme si le regard et la voix ne pouvait être que ce trou dans l'image, un point en négatif, qui est aussi le point d'incandescence de l'image. Merci.